Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, des signaux de paix se multiplient du côté de la guerre en Ukraine et les négociations russo-américaines semblent progresser. Nous évoquerons ensuite le cas du président salvadorien Nayib Bukele, celui qui se qualifie lui-même de dictateur le plus cool du monde, s'est considérablement rapproché du président américain. Nous reviendrons enfin sur l'affaire Betaram avec le dernier témoignage de la fille de François Bayrou et le gouvernement qui pourrait être menacé par cette affaire vieille de près de 3 décennies. S'achemine-t-on enfin vers la paix en Ukraine ? Les dernières déclarations russes et américaines semblent converger en ce sens. Tour d'horizon. Le printemps 2025 annoncera-t-il enfin la fin de la guerre en Ukraine ? Des déclarations récentes des dirigeants russes et américains laissent entrevoir une possible désescalade, bien que les concessions envisagées soulèvent des questions complexes. Les propos du maire de Kiev, Vitali Klitschko, les avancées diplomatiques menées par l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et les déclarations de hauts responsables russes comme Sergueï Lavrov convergent vers une volonté de mettre fin au conflit, même au prix de compromis douloureux. Vitali Klitschko, figure influente en Ukraine et critique régulier du président Volodymyr Zelensky, a admis vendredi, dans une interview à la BBC, qu'un scénario de paix pourrait impliquer la cession de territoires à la Russie, tout en estimant que cela est injuste, mais que c'est une solution envisageable pour une paix temporaire. Cette position, bien que ne faisant pas l'unanimité, reflète un pragmatisme croissant face à l'épuisement des ressources ukrainiennes et à la pression internationale pour un cessez-le-feu. Klitschko a toutefois insisté sur le fait que l'Ukraine n'accepterait jamais une occupation permanente, sans toutefois préciser de quel territoire il parlait. Côté diplomatique, les efforts de l'administration Trump s'intensifient. Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain, est arrivé à Moscou vendredi pour rencontrer Vladimir Poutine, marquant sa 4e visite dans la capitale russe. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre du plan de paix proposé par Donald Trump qui prévoirait la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée et un contrôle de facto sur les oblasts de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia. Ce plan, bien que critiqué par des alliés comme le Premier ministre britannique Keir Starmer, semble progresser. Le chef d'État américain a lui-même affirmé jeudi que des progrès significatifs avaient été réalisés, ajoutant « Je pense que nous sommes très proches d'un accord ». Du côté russe, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a adopté un ton conciliant, déclarant jeudi que Moscou était prêt à conclure un accord. Il a salué l'approche de Donald Trump, qu'il considère comme un dirigeant cherchant à s'attaquer aux causes profondes du conflit. Cependant, les frappes russes sur Kiev, qui ont fait 12 morts dans la nuit du 23 au 24 avril, ont temporairement jeté un froid sur les négociations. Le président américain exhortant son homologue russe à arrêter, qualifiant les attaques de malvenues en cette période de pourparlers. Ces développements, bien qu'encourageants, butent toujours sur la cession des territoires qui est non négociable pour Moscou mais qui n'est pas admise par Kiev et par les Ukrainiens. Enfin, la question de la durabilité d'une paix reste en suspens alors que chaque camp restera sur ses gardes et pourrait tenter de refaire ses forces pour se relancer dans la bataille. Et alors que le chemin vers la paix semble se tracer même difficilement, en France, le président Macron, ahuri, multiplie les déclarations dans le vide, puisque écarté de la table des négociations. La seule chose que nous avons à faire, la seule chose, je l'ai redit au président Trump que j'ai eu il y a 2 jours nuitamment, la seule chose, c'est qu'enfin le président Poutine arrête de mentir. Une déclaration pour le moins culottée si l'on considère le rapport à la vérité qu'entretient Emmanuel Macron depuis les 8 années qu'il a passé au pouvoir en France. Emmanuel Macron a, en outre, réclamé un cessez-le-feu inconditionnel dont évidemment la Russie ne veut pas sans avoir obtenu des garanties, s'estimant légitime à conserver les oblasts déjà conquis ainsi que la Crimée. Ce qu'on attend, est-ce que le président Poutine est d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ? Les Américains l'ont proposé, les Européens le soutiennent, le président Zelensky a dit oui. Si le président Poutine dit oui, les armes se taisent demain, les vies sont sauvées. La communauté internationale n'a qu'une chose à faire. Et l'énervement américain ne doit se porter que sur une seule personne, le président Poutine. Il doit répondre à la question qu'il leur pose. Et à ce moment-là, nous pourrons construire une paix juste, solide, durable, robuste. Des déclarations à contretemps qui témoignent une nouvelle fois de la mise hors jeu d'un président qui semble ne pas être à jour dans le dossier ukrainien. Si demain la paix se fait en Ukraine, elle se fera contre l'Ukraine qui a perdu la guerre, qu'on le veuille ou non. Elle se fera surtout à l'issue de négociations entre Washington et Moscou, mais certainement pas avec le président français.
La paix, si elle semble envisageable, demeure encore incertaine. Cet après-midi, un général russe, Yaroslav Moskali, adjoint de la direction chargée de la planification des opérations en Ukraine, a été tué dans une explosion de voiture près de Moscou. Lundi, Donald Trump recevait le président du Salvador, Nayib Bukele, à la Maison-Blanche, un chef d'État devenu un allié de Washington, élément d'explication de cette nouvelle alliance. Dictateur le plus cool du monde. C'est ainsi que se décrit Nayib Bukele. Depuis son élection à la tête du Salvador, en 2019, il a métamorphosé son pays. Jadis en proie au crime organisé, il est devenu l'un des plus sûrs du monde. Son symbole, le centre de confinement du terrorisme, CECOT. Une forteresse carcérale où s'entassent 40 000 détenus, brandis comme un défi au crime organisé. Lundi dernier, lors d'un sommet avec Donald Trump à la Maison-Blanche, Bukele est revenu sur l'affaire Kilmar Garcia Abrego, ce Vénézuélien expulsé des États-Unis et incarcéré au Salvador pour des liens présumés avec le MS-13, le plus puissant des gangs salvadoriens, a déclenché une tempête médiatique outre-Atlantique. Bukele, imperturbable, a balayé les critiques. Je suppose que vous ne suggérez quand même pas que j'aide un terroriste à entrer illégalement aux États-Unis, n'est-ce pas ? Comment puis-je le faire entrer aux États-Unis de toute façon ? Je le fais entrer en catimini, c'est ça ? Bien sûr que non, je ne vais pas le faire. La question est absurde. Comment voulez-vous que je fasse entrer clandestinement un terroriste aux États-Unis ? Je n'ai pas le pouvoir de le faire retourner aux États-Unis. Le Salvador accueille ainsi 300 prisonniers venus des États-Unis, dont des figures du MS-13 et du gang vénézuélien Tren de Aragua, dans les cellules du CECOT contre une enveloppe de 6 millions de dollars. Cette manne finance son système pénitentiaire tout en tissant des liens stratégiques avec les États-Unis. Mais Bukele vise plus haut. Dans un Salvador désormais pacifié, il courtise les investisseurs afin de réduire la dépense aux transferts financiers de la diaspora salvadorienne, qui représente 23% du PIB. Il espère aussi un partenariat avec Washington pour lancer un programme nucléaire civil, une idée soulevée dès février lors de la visite du secrétaire d'État Marco Rubio. En revanche, son pari sur le Bitcoin, lancé en 2021 pour faire du Salvador un centre de la crypto-monnaie grâce à l'énergie volcanique, s'effondre en 2024 sous la pression du FMI et le désintérêt populaire. Si Bukele a su pacifier le Salvador dès son arrivée au pouvoir en 2019, c'est en 2022 que le pays a vraiment basculé. Face à une vague de 87 assassinats en 3 jours, il impose l'état d'urgence prolongé jusqu'à ce jour. Résultat, des arrestations massives sans mandat, des perquisitions tout azimut et un taux d'homicide qui s'effondre de 98% entre 2015 et 2024. Si les organisations de défense des droits humains dénoncent des dérives autoritaires et des détentions arbitraires, Bukele reste un héros aux yeux de 90% des Salvadoriens. Et si la méthode fonctionne, la communication de Nayib Bukele est aussi savamment orchestrée. Casquette à l'envers, barbe soigneusement taillée, le président du Salvador cultive une apparence de start-upper californien. Dans un pays où la population est jeune, Bukele cherche à faire passer ses réformes musclées sous un vernis sympathique. C'est que Nayib Bukele croit en son étoile. Napoléon disait qu'un homme qui sauve son pays ne commet aucun crime. Cette maxime reprise par Donald Trump en février pourrait aussi s'appliquer au président du Salvador. Pour sauver son pays, Bukele n'a pas hésité à flirter avec l'autoritarisme lorsqu'il l'a jugé nécessaire. En 2020, il fait scandale en faisant irruption au Parlement avec des militaires pour arracher un prêt destiné à sa croisade anti-crime, un coup de force jugé antidémocratique par de nombreux pays occidentaux. En 2021, il remanie la Cour suprême et le parquet, consolidant son emprise sur les institutions. Bukele pousse la démarche si loin qu'il met l'ensemble de son gouvernement sous le coup d'une enquête pour corruption. Comme vous pouvez le voir, tout le monde ici appartient à la branche exécutive du gouvernement, la branche exécutive que je préside. À l'exception d'une personne, le procureur général. Lui n'appartient pas à l'exécutif, mais il est là pour une raison bien précise. Je veux lui demander publiquement de mener une enquête sur toutes les personnes assises autour de cette table, rétroactivement
et dans le futur. J'imagine que personne n'aura de problème avec ça, si ? À l'international, la méthode Bukele divise. Lundi, le président vénézuélien Nicolás Maduro a fustigé Nayib Bukele, l'accusant d'être un violeur en série des droits humains. Cette attaque fait référence à une proposition du président salvadorien, échanger des Vénézuéliens incarcérés dans la méga-prison CECOT contre des prisonniers politiques détenus au Venezuela. Parallèlement, des voisins comme le Honduras ou l'Équateur tentent de limiter sans succès. Leurs gangs, mieux structurés et plus riches, résistent là où ceux du Salvador, nombreux mais désargentés, ont plié. Entre triomphe et polémique, Nayib Bukele marche sur un fil. Son Salvador pacifié mais sous haute tension reste un laboratoire à ciel ouvert. Reste à savoir s'il pourra maintenir son pari gagnant face aux pressions économiques internationales. Nouvel épisode dans l'affaire Betaram. La fille de François Bayrou a témoigné, tentant de dédouaner son père pour finalement dévoiler des mensonges du chef de gouvernement, Renaud de Bourleuf. Si François Bayrou a appelé sa fille à la rescousse, c'est raté. Mardi, Hélène Perland, fille du Premier ministre et ancienne élève de l'école Notre-Dame de Betaram, s'est exprimée ouvertement concernant le scandale qui entoure l'établissement scolaire. Hélène Perland, aujourd'hui âgée de 53 ans, déclare avoir subi à l'âge de 14 ans des coups de pied de poing de la part d'un prêtre lors d'un camp d'été organisé par la congrégation à laquelle appartient l'école Notre-Dame de Betaram. La fille de François Bayrou assure que les violences physiques y étaient courantes, mais qu'elle n'en a jamais parlé à son père et évoque un déni collectif de la part de l'ensemble des élèves. Une manière de le dédouaner, alors que le chef de gouvernement est accusé de silence coupable. Votre fille, vous en avez jamais parlé ? Non, pourtant je parle très souvent avec elle, mais comme vous savez, tous les parents sont comme ça. Mes enfants sont comme la prunelle de mes yeux, chacun d'entre eux. Et donc elle en premier, puisque c'est l'aîné de mes enfants. Non, on parle de tas de choses, elle n'avait jamais parlé de ça. Elle l'a dit d'ailleurs. A priori, François Bayrou semble tout découvrir. C'est d'ailleurs sous cet angle qu'il s'était défendu au mois de février devant les députés. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre ? Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Imparable à première vue. Donc, François Bayrou nous dit n'avoir jamais été informé au sujet de violences physiques ou sexuelles à Notre-Dame de Betaram. Mais jeudi, sa fille a mis les pieds dans le plat en évoquant un point précis dans l'affaire Betaram. Rappelons qu'en 1998, François Bayrou n'est plus ministre de l'Éducation nationale, mais il est président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, département où est située Notre-Dame de Betaram. À ce moment, un de ses fils y est encore scolarisé. Un prêtre, ancien directeur de l'établissement, est accusé de viol. L'enquête n'ira pas loin, le suspect se suicidant. L'épouse de François Bayrou assiste à ses obsèques. Plus tard, en 2024, le juge Christian Mirande révèle que François Bayrou était venu le rencontrer en privé et l'aurait questionné au mépris du secret de l'instruction. Selon le juge, il s'inquiétait pour son fils scolarisé dans l'établissement et il avait du mal à croire en la culpabilité du suspect. François Bayrou nie être intervenu dans cette affaire. Il assure n'avoir que des contacts personnels avec Christian Mirande et n'avoir jamais évoqué de sujet professionnel avec lui, ce qui aurait été irrégulier au vu du secret de l'instruction. François Bayrou a persisté et signé devant les députés. Est-ce que je suis jamais intervenu dans cette affaire comme dans d'autres affaires judiciaires ? La réponse est non, jamais. Ni de près, ni de loin. Et je vais vous en apporter la preuve. Il se trouve, alors, vous avez cité le nom du juge d'instruction Christian Mirande, c'est mon voisin depuis 50 ans. Dans mon village, vous ne savez pas exactement où c'est, mais c'est en effet une amitié depuis très longtemps, avant même qu'il ne soit magistrat. Christian Mirande est un juge d'absolue intégrité et il n'a jamais communiqué le moindre élément du dossier. On a pu parler de l'ambiance, on a pu parler de l'établissement, jamais du dossier. Le 10 avril, en commission d'enquête, un gendarme a assuré que François Bayrou était véritablement intervenu dans l'enquête. C'est très important ce que vous nous dites là. Vous dites que donc 2 gendarmes de la section de recherche avaient été informés de l'intervention de François Bayrou auprès du procureur général pour accéder au dossier du père Carica. À votre connaissance, d'autres fonctionnaires de la gendarmerie ou d'autres personnes étaient-elles au courant de cette
Intervention de François Bayrou. Chez d'autres camarades de la section de recherche qui devaient être au courant, puisque j'en ai parlé. Une intervention du procureur général qui était irrégulière à ce stade de la procédure. Si cette intervention a été demandée par François Bayrou, on ne peut pas penser à une simple discussion privée entre l'élu local et le procureur. Or, qu'a dit la fille de François Bayrou jeudi, interrogée par Mediapart? Mais je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande, on est là tout seuls tous les deux, et il me dit, ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Est-ce que tu crois possible ça? Cette fois, l'intervention irrégulière de François Bayrou dans l'enquête pour viol est confirmée par sa propre fille. Ce vendredi, le cabinet du Premier ministre a fini par reconnaître formellement que la rencontre avec le juge Christian Mirande a bien eu lieu. François Bayrou doit maintenant être entendu sous serment à l'Assemblée nationale le 14 mai. Reste à savoir comment il va se défendre après avoir dit ne rien savoir des violences physiques et sexuelles à Betaram. Des contradictions sur un sujet sensible qui pourrait lui être fatal et avoir des conséquences sur l'avenir du gouvernement et même sur une possible dissolution. Passons à présent à l'actualité. En bref, en France. Attaque mortelle dans un lycée. Jeudi à Nantes, dans le groupe scolaire Notre-Dame de Touzaide, un adolescent de 15 ans a poignardé mortellement une autre élève âgée aussi de 15 ans. Il a ensuite attaqué au couteau 3 autres élèves, 2 garçons et une fille. Maîtrisé par 2 adultes de l'établissement, il a été arrêté par la police et conduit le soir même en hôpital psychiatrique. Avant de passer à l'acte, il aurait envoyé par mail à plusieurs de ses camarades un texte de 13 pages ayant pour titre « L'action immunitaire ». Dans ce manifeste, qui aurait très probablement été généré par l'intelligence artificielle, il est question, je cite, d'une mondialisation qui a transformé notre système en une machine à décomposer l'humain ou encore d'un écocide globalisé. Le texte appelle, je cite, à la révolte biologique afin que l'équilibre naturel, même cruel, reprenne sa place. Au lendemain de l'attaque, les passionnés de l'écologie politique restent très discrets. Sur place, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fustigé la déconstruction de l'autorité, tandis que son homologue de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, dénonçait les réseaux sociaux. Aucun responsable politique n'a mis en cause la psychose écologique à laquelle sont confrontées les jeunes générations. 636 suppressions de postes pour ArcelorMittal, des suppressions en France où le groupe emploie 15 000 personnes contre 28 000 en 2008. Depuis le rachat d'Arcelor par l'Akmi-Mittal en 2006, le géant de l'acier a divisé par 2 ses effectifs et fermé des sites comme Gandrange ou les hauts fourneaux de la Fens. Dirigé par le chef d'entreprise indien Aditya Mittal, le groupe est accusé d'opportunisme, rationalisant en Europe tout en investissant en Asie. Malgré des bénéfices en Europe, ArcelorMittal invoque la crise de l'acier pour justifier ses coupes, tout en profitant d'aides publiques atteignant environ 300 millions d'euros en 2023 et des quotas de CO2 gratuits. Les élus de gauche comme de droite dénoncent une stratégie menant la sidérurgie française dans une impasse. La France championne de la cuisine. Mercredi, la Maison Héloïse, une pâtisserie située à Argenteuil dans le Val d'Oise, a battu un record avec le plus grand fraisier du monde. 350 kg de fraises, 4000 œufs. Le gâteau mesure 121 mètres de long et pèse plus d'1 tonne. Le record était auparavant détenu par l'Italie. Il a fallu trouver le lieu adéquat pour présenter l'œuvre. C'est la patinoire de la commune d'Argenteuil qui a donc été sollicitée. L'actualité internationale en bref. La Biélorussie, où quand l'antiracisme fait des émules à l'Est. Alors qu'à Gomel, deuxième ville du pays, une bagarre a eu lieu en pleine rue entre 2 Marocains. Les autorités biélorusses clament que la question est stable et appellent à rejeter, je cite, la haine ethnique. C'est en ce sens que 2 personnes âgées de 18 et 20 ans ont été contraintes de publier ouvertement des excuses sur les réseaux sociaux après avoir publié trop rapidement une information décrite comme fausse par les autorités sur le viol présumé d'une fillette de 12 ans par un Pakistanais. Les tensions montent entre le Pakistan et l'Inde. Un attentat meurtrier à Pahalgam, au Cachemire, ayant tué 25 Indiens et un Népalais mardi, a ravivé les tensions entre les 2 pays. L'Inde accuse son voisin de soutenir le terrorisme transfrontalier et a ordonné l'expulsion des citoyens pakistanais d'ici le 29 avril, dénonçant le traité sur les eaux de l'Indus de 1960. En réponse, le Pakistan a fermé sa frontière et son espace aérien à l'Inde, expulsé des diplomates indiens et suspendu les visas indiens. Toute tentative de détournement de l'Indus par l'Inde serait considérée comme un acte de guerre. Narendra Modi, le chef d'État indien, a promis de punir les responsables, tandis que des portraits robots de suspects liés au groupe Laskar et Taiba ont été diffusés au Cachemire. Des manifestations pro-pakistanaises et des agressions contre des étudiants cachemiriens en Inde exacerbent la crise. Peine de mort sur demande outre-Atlantique. Aux États-Unis, un condamné qui avait demandé à mourir a été exécuté. James Osgood, 55 ans, a été tué par injection létale jeudi en Alabama.
Coupable de viol et de meurtre en 2010, il était condamné aux côtés de sa conjointe qui purge une peine à perpétuité. Le criminel avait renoncé à tout recours et demandé lui-même son exécution. Depuis janvier, 14 exécutions ont eu lieu aux États-Unis, dont 10 par injection létale. La demande d'exécution capitale par des détenus soulève de nombreuses questions qui dépassent les frontières de l'Amérique du Nord. En légiférant en faveur de l'euthanasie, des États qui ont interdit la peine de mort pourraient permettre à des détenus de s'éviter une peine de prison en réclamant que l'on mette fin à leur jour. 2,2 millions de précommandes au Japon pour la Nintendo Switch 2. Le constructeur de jeux vidéo a annoncé ce jeudi un record de plus de 2 millions de précommandes pour cette console, dépassant largement les attentes et les stocks disponibles pour sa sortie mondiale le 5 juin. Ce succès a fait grimper les actions de l'entreprise de 5,5%. Succédant à la Switch de 2017, troisième console la plus vendue de l'histoire, la Switch 2, console hybride, est proposée à environ 470 € en Europe, contre un peu plus de 300 € au Japon. Nintendo, dont 90% des revenus proviennent de la Switch, s'excuse pour les clients qui pourraient ne pas obtenir leur console via le tirage au sort. Les coûts des composantes et les taxes douanières compliquent une éventuelle baisse des prix. Ce soir, Tête à Clash, et demain dans le Samedi Politique, Élise Blaise reçoit le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, Éric Dénessé, pour évoquer les perspectives de la guerre en Ukraine entre une paix impossible et le lâchage américain. Dimanche, les conversations et Terre de Mission. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À lundi.